Donc on est là pour la table ronde du GREC. Alors le GREC, on le rappelle, c'est le groupement régional d'expertise sur le réchauffement climatique. Alors cette table ronde, c'est le premier exercice, donc la préfiguration de ce que devrait être le GREC en créole. Il dirait ça, comment il dirait ça, monsieur Velayoudom? Un bouturage. Il dirait nous faire un bouturage pour voir que ça pied de bois là, il devient après. Donc, à partir des résultats du GIEC qu'on a ramené à La Réunion, eh bien, l'idée, c'est de voir les problématiques globales et puis de les adapter au local, de faire, à l'occasion de cette table ronde, un partage de connaissances, de savoir comment on les rend accessibles et de travailler également avec les communes, celles qui sont en charge du développement et de les accompagner. Et tout à l'heure, on me disait aussi, monsieur, vous me le disiez, c'était de sortir du fatalisme. Comme dit monsieur le pape, créole reste pas d'un fait noir. C'est-à-dire qu'il me disait, ouais, effectivement, aujourd'hui, on a tous peur d'avoir des marmailles. Alors, Warren, c'est déjà quelque chose, avoir 12 dans un monde que l'on est en train de d'écrouler. Donc, de sortir du fatalisme et d'approprier à nous la culture du risque et surtout de vivre avec et voir comment nous ça faire demain dans un territoire qui fait 2512 km² pour composer avec ces bouleversements qui viennent là et Dieu sait qui annonce, nous parlait du cyclone Freddy qui a failli passer dessus nous, qui annonçait le cataclysmique. Et donc comment nous compose avec ça dans les années à venir. Alors l'idée c'est aussi de sortir la science du laboratoire et puis de voir comment ces notions-là, ils peuvent rentrer dans la case Madame Waro, sinon Madame Picard, moi je viens de Madame Picard, là, est-ce que Madame Picard, vous êtes prêt pour votre porte pour faire rentrer la science dans votre case? Mais je pense que oui. Donc du coup, nous ça fait un petit peu le tour des intervenants qui savent voir aujourd'hui. Donc je reprends mes notes. Alors, on aura Monsieur Costa, donc coprésident du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, normand. Monsieur Costa, où sont-vous? Où êtes-vous, Monsieur Costa? Bonjour, Monsieur Costa, on s'est vu hier soir. Donc, on va vous passer la parole tout à l'heure. Monsieur Doussin, directeur adjoint Institut Sciences de l'Univers. Monsieur Doussin, où sont-vous? Bonjour, Monsieur Doussin, on ne s'est pas vu hier soir. Donc, Monsieur Fontaine, directeur OSU Réunion, Observatoire des Sciences de l'Univers. Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, où sont-vous? Monsieur Fontaine, en créole, est-ce qu'il pourrait dire que c'est une planète? Un petit moment de blague là-dessus. Donc, et en fait, après, on aura donc, non pas M. Camas qui a été remplacé par M. Waro, c'est bien ça? Non, excusez-moi, je me suis trompé dans mes notes. Donc, monsieur, c'est ça, M. Waro est ici également. Donc, M. Chabria, élu régional en charge de recherche et d'innovation. C'est lui qui est remplacé, je m'excuse. Donc il y a eu des changements de dernière minute auxquels je m'adapte. Alors Madame Leroux, chargée de mission météo France Réunion. Très bien, bienvenue Madame Leroux. Madame Geoffrey, directrice interrégionale Météo France, qui est également là. Et puis, donc écoutez, on va commencer, maintenant qu'on a fait le tour de table, par la présentation. Et puis c'est vrai, j'y revenais, mais normalement c'était Gad. On avait une espèce d'échange, c'était Gad qui devait me rappeler qu'il y avait des lycéens à table et il ne l'a pas fait. Tu as fait ça. Donc je vous laisse vous présenter, messieurs les lycéens, messieurs, dames. Vous pouvez vous lever. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Samra Sinimalé-Ingar, je suis une élève de terminale. Je suis également donc, du lycée Lecomte de Lille. Je suis également au CVL du lycée, donc le conseil de la vie lycéenne, ainsi qu'au conseil d'administration. Merci de nous recevoir. Moi, je me présente, je m'appelle Bénard Luc Steven, je suis du lycée Lecomte de Lille, je suis en terminale, anciennement délégué de la classe de première et seconde. Merci. Alors, je ne sais plus quel politique a dit il n'y a pas très longtemps que face à l'urgence climatique, en fait, il fallait revenir à la réalité. Et la réalité nous rattrape parce qu'il faut déplacer la DM 615 EV. Alors, si vous avez une liste de courses à passer, je peux aussi le faire. Donc, qui a l'ADM 615 EV? Alors, même si on est dans le cadre de l'écologie, si c'est une Lexus ou non, il n'y a pas de honte à avoir. Donc, ce n'est personne. C'est une Toyota Auris. Mais j'espère que le monsieur qui connaît sa plaque d'immatriculation connaît aussi son type de voiture. Donc, vous ne connaissez pas votre plaque, mais vous connaissez le type de voiture. Alors, donc, on va tout de suite passer la parole à Météo France pour la présentation des résultats de l'étude Brio. Alors, la question est... Qu'est-ce qui nous attend? Une table ronde debout, mais vous pouvez vous asseoir ou vous mettre là-haut, j'imagine. Oui, j'imagine que c'est fait pour ça.
Bonjour à tous, merci. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal. Je vais essayer, donc sans support, de résumer les principaux messages clés sur le changement climatique dans notre océan Indien et puis avec un focus sur la Réunion. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de regarder 4 paramètres principaux et pour chacun des paramètres, de s'intéresser au constat du changement climatique, donc faire un retour dans le passé et puis qu'est-ce qui nous attend, donc projection dans le futur. Donc si on commence par la température, bien sûr la Réunion et l'océan Indien n'est pas épargné par le réchauffement climatique. On s'attend sur la Réunion à une hausse, suivant le scénario, de la température moyenne, de plus 1 degré à plus 3,5 degrés en moyenne à la fin du siècle par rapport à la période de référence 1981-2010. J'insiste, ce n'est pas la période de référence industrielle 1850-1900, comme on trouve dans le rapport du GIEC. Donc, sachant que cette augmentation se superpose à un constat du changement climatique déjà observé de 0,9 degrés sur ces 55 dernières années à La Réunion. Et puis Mayotte, on a observé 1 degré en 60 ans. Donc, on est à peu près sur la même tendance de réchauffement de 0,17 à 0,19 degrés par décennie. Alors, je vous ai déjà parlé des projections suivant les scénarios pessimistes et optimistes. C'est des scénarios qui dépendent des évolutions socio-économiques de nos sociétés, de notre croissance démographique et économique. Donc, on a des incertitudes là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette température moyenne, elle ne va pas augmenter de façon linéaire et elle a déjà augmenté plus fortement ces dernières décennies. Et puis aussi, en fait, c'est en saison estivale qu'on aura des principales augmentations de température. Donc on s'attend à une augmentation aussi des vagues de chaleur, ou de nombre de jours chauds, comme à Gilo, sur le nombre de jours dépassant 31 degrés par exemple, dans un contexte, rappelons-le, insulaire tropical, donc un contexte de chaleur humide. En ce qui concerne les précipitations, maintenant, les pluies, comme constat à La Réunion, en termes de cumul annuel de précipitations, sur les 60 dernières années où on a des observations, c'est que la région sud-ouest, on a une baisse significative des précipitations qui a été observée de 36% en 60 ans. Sachant que sur les autres régions, on a observé quelques baisses, mais elles ne sont pas significatives par rapport à cette variabilité des précipitations qu'on a d'une année à l'autre, qui font que c'est un phénomène qui est plus difficile à prévoir et à quantifier. En termes de projection, donc suivant les scénarios, on s'attend à une légère diminution en moyenne sur notre île au niveau annuel, donc de moins 5 à moins 10% suivant l'horizon temporel de milieu de siècle ou fin de siècle, et suivant le scénario pessimiste ou optimiste. Et en fait, cette diminution légère des précipitations, elle sera plus marquée par contre au deuxième semestre de l'année, qui est déjà actuellement le semestre où on a le moins de ressources hydriques. Donc c'est au deuxième semestre, on devrait observer moins 10 à moins 40% de précipitations sur notre île, suivant l'horizon temporel milieu de siècle, fin de siècle. Et toujours par rapport à cette période de référence 81-2010. Et c'est à nouveau dans le sud-ouest qu'on observera le plus de déficit, moins 30 à moins 40%. En termes d'activité cyclonique, là je fais un dézoom parce qu'on a regardé bien sûr à l'échelle du bassin, puisque la Réunion est vraiment petite et ça reste un phénomène assez, qui touche tout le bassin et assez rare finalement, parce qu'il y a à peu près 10 systèmes qui naissent dans la zone par an, en moyenne, dont 5 évoluent au stade de cyclone. Donc sur les 40 dernières années, la Réunion, par exemple, n'a été frôlée à 200 km près, en tout cas des côtes, que par 13 systèmes, dont Freddy. En termes, donc, vu que ça reste un événement assez rare et extrême, les 40 ans de données dont on dispose, grâce au CMRS de La Réunion, qui fait la surveillance des cyclones tropicaux, ne suffisent pas à dégager des messages significatifs sur l'évolution des tendances d'intensité ou de fréquence. Par contre, dans les projections climatiques, comme dans d'autres bassins du monde, on a pu voir qu'il y aurait a priori non pas plus de systèmes, mais au contraire un nombre légèrement inférieur de systèmes tropicaux chaque année, mais par contre des systèmes plus intenses. Donc la proportion des systèmes intenses sur les 10 qui se forment dans le bassin sera plus élevée dans le futur. Et puis bien sûr on s'attend aussi à un renforcement de l'intensité maximale des cyclones, donc simplement parce que la température de la mer va s'élever. Et la mer, c'est le principal carburant énergétique des cyclones tropicaux. Donc des mers plus chaudes, c'est potentiellement des cyclones qui atteignent des intensités plus fortes.
En termes de trajectoire, on n'a pas de tendance vraiment vue dans des projections, mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est une probable poursuite de la migration vers le pôle, donc finalement quelque part un rapprochement de la Réunion, de la zone où les cyclones intenses se produisent en fait, là où les cyclones deviennent les plus intenses. Donc ça renforcerait l'aléa cyclonique potentiellement sur la Réunion. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de trajectoires qui toucheront la Réunion. Donc un renforcement bien sûr des cyclones tropicaux. Derrière, ça veut dire renforcement des vents. Un renforcement de la surcote, c'est-à-dire la baisse, l'élévation du niveau de la mer liée à la baisse de pression dans le cœur du système, et puis aussi un renforcement de la houle cyclonique qui arrivera à nos côtes, et renforcement aussi des précipitations attendues dans les systèmes, et même dans les systèmes fortement précipitants, puisque l'air réchauffé pourra contenir plus de vapeur d'eau. Donc quand cette vapeur d'eau tombera au sol, ce sera d'autant plus de pluie. Du coup, à l'année, sur les précipitations, ce sera potentiellement aussi une augmentation de la variabilité naturelle du climat avec des années, avec des extrêmes en fait plus pluvieux ou des extrêmes plus secs d'une année à l'autre que ce qu'on a connu dans le passé. Et donc une gestion de la ressource hydrique qui sera importante puisque en saison sèche actuelle, on aura moins de ressources. Enfin, le dernier paramètre, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc là, je vous parle à l'échelle planétaire en moyenne. Bon, sur les observations, a priori, sur ces 30 dernières années, dans l'océan Indien, on se situe en zone un peu plus rouge, c'est-à-dire à 5 mm par an d'élévation au niveau de la mer, alors qu'au niveau planétaire, le GIEC rapporte plus 3,7 mm par an d'élévation sur ces 2 dernières décennies. Mais en termes de projection, au niveau planétaire, on a déjà eu plus 20 cm depuis l'ère pré-industrielle. Et à ces 20 cm, on devrait rajouter soit plus 30 cm ou plus 1 mètre, suivant les scénarios, à l'horizon de fin de siècle. Donc la Réunion, voilà, c'est quelque chose, l'élévation du niveau de la mer, qui reste assez macro, et donc la Réunion, voilà, ne sera pas épargnée. Et cette élévation du niveau de la mer, on va surtout la constater en termes de dégâts durant les épisodes intenses type cyclonique ou houleuse australe, parce que c'est la houle qui va se superposer à cette tendance d'élévation du niveau de la mer qui, là, va poser des problèmes de submersion. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a des questions à ce sujet. Est-ce que, Monsieur Audon, on passe aux questions tout de suite? Non, on enchaîne, en fait. Juste, Madame Météo, je vous appelle Madame Météo, c'est un vieux, c'est parce que je ne sais pas pourquoi je vous appelle Madame Météo, Madame Climat. Il n'y a pas de souci. Madame Climat, moi, j'ai une question toute personnelle. Habitant à Saint-Joseph, est-ce que ça va être encore pire? Parce que, mais je veux dire, les conditions que vous venez de décrire, on les vit tous les jours à Saint-Joseph, en fait. La pluie touche partout. Qui c'est la finale Saint-Joseph un peu? Personne? Donc personne n'est jamais allé à Saint-Joseph, Monsieur Audon, pourquoi vous l'appelez à moi, pourquoi c'est que ce bon monde-là? Nous, de l'eau, la noyade, l'inondation, c'est notre quotidien. Bon, enfin bon, écoute, ça passe la parole à nos 2 camarades lycéens. Donc une question, parce qu'effectivement, il dit souvent que nous sera cette phrase qui dit on est les derniers concernés par notre propre mort, et donc notre l'avenir finalement, enfin on a tous un peu une moyenne d'âge, je vois. À peu près, on est aux alentours de la soixantaine, tous un peu, hein, si on est un peu réaliste ensemble. Et donc, on va poser la vraie question de l'avenir à ceux qui vont la vivre, donc à ces 2 lycéens. Donc, pour savoir, c'est quoi un peu votre sensibilité face à ce dérèglement climatique qui arrive, et surtout, quoi y attendre d'un mouvement comme celui du GREC et des politiques aujourd'hui qui réfléchissent à tout ça? Tout d'abord, c'est vrai que le réchauffement climatique, nous, on est touchés de plein fouet parce qu'on est quand même la génération de demain. Et c'est vrai qu'autour de nous, on a pas mal d'éco-sensibles là-dessus. C'est vrai que, en ce qui concerne nous, les jeunes, on se lève le matin, on se dit « Ah, est-ce que dans 20 ans, est-ce qu'on aura encore de l'eau, finalement ?» Et du coup, c'est vraiment très important quand même pour nous que vous, finalement, nous aidiez à préserver la planète. Merci, voilà, tout simplement. Déjà, je trouve que c'est intéressant que nous, on a notre avis là-dessus, car du coup, nous, on est un peu les jeunes de demain, et du coup, ce serait quand même intéressant aussi de continuer à préserver la planète,
qu'on soit jeune, il faut être sensibilisé là-dessus, je pense, car c'est quand même un sujet important. Mais voilà. Surtout aujourd'hui, ce qu'on attend, je pense, ce serait, par exemple, déjà de dénoncer vraiment ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand on voit que certains politiques, par exemple, ne respectent pas finalement la charte de l'environnement de 2004 en exemple, alors qu'elle est dans la Constitution, c'est un petit peu révoltant. On se dit, est-ce que du coup, finalement, ils se croient au-dessus de tout le monde? Est-ce que nous, du coup, doit-on finalement respecter ou non? Et j'aimerais aussi, je pense, continuer dans cette lignée en ce qui concerne l'éducation, parce que aujourd'hui, le ministère va revisiter les programmes de MC justement par rapport à tout ce qui est environnement et développement durable, ce qui est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, il faut aussi l'appliquer dans d'autres matières. Aujourd'hui, avec la réforme, etc., on a l'enseignement scientifique qui est prévu en première et en terminale, où on parle de développement durable, certes, mais en seconde, qu'en est-il finalement ? Moi, je vais me pencher surtout sur l'EMC. L'EMC, c'est nous apprendre à justement notre devoir de citoyen. On nous apprend ce que c'est que d'être citoyen. Et justement, continuer sur le fait de protéger notre planète, ça devrait être aussi un devoir en tant que citoyen. Donc je pense qu'il faudrait continuer à valoriser les jeunes par rapport à ça, surtout dans l'EMC. Après, ce qui serait intéressant aussi, je trouve, ce serait de pénaliser justement les personnes qui ne le respectent pas. Ces gestes, justement, c'est les gestes qu'il faut savoir faire quand au quotidien, car ça leur permettra de prendre conscience que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, et ça permettra aussi davantage sensibiliser les gens et leur faire comprendre que ce qu'ils font, ce ne sont pas les bonnes choses à faire. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire. Merci. Merci pour ce témoignage. Alors, Nussa, passer la parole à quelqu'un qui est seul, Monsieur Costa. Donc, Monsieur Costa. Monsieur Costa, on parlait tout à l'heure de Saint-Joseph, et s'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre ce que c'est que de vivre à Saint-Joseph, c'est un Normand. Alors la Normandie, pour vous donner une idée de la chose, c'est comme si la Normandie c'était un peu la Côte d'Azur face à Saint-Joseph. Vous voyez, pour vous donner un peu l'idée du dérèglement climatique. Donc alors la question c'est comment a été constitué votre GREC, l'origine de la démarche et puis le cheminement du territoire, et également quelles sont les expériences que vous avez à partager avec nous et qui est dans ce GREC. En fait, ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais je ne connais pas si on va répondre parce qu'en plus le temps c'est de 5 minutes. Donc bon courage, Monsieur Costa. Bien, merci beaucoup. Alors je tiens à rectifier, nous on s'appelle GIEC Normand, c'est pas par prétention, c'est groupement interdisciplinaire d'études du climat normand. Et la question a été posée justement par le président de région de Normandie, Hervé Morin, qui souhaitait que ça s'appelle un GIEC Normand parce que pour lui, quand on parle de GIEC, on sait de quoi on parle. On parle du climat, même si parfois ça nous était reproché, mais on avait demandé à Jean Jouzel de la possibilité de s'appeler comme ça, et il nous avait donné à l'époque l'autorisation dès lors que l'on parle du changement climatique et des éléments scientifiques qui avaient été donnés, qui sont donnés, soit de vrais éléments scientifiques, puisqu'on travaille beaucoup avec Météo France, notamment. Alors, c'est parti en 2018, au détour d'un couloir. Hervé Morin me dit, je voudrais savoir ce qui va se passer en Normandie. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, j'ai fait plein d'erreurs. Je voudrais participer, d'une part, à la connaissance et aussi à l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis essayer de s'adapter sur les territoires. Donc, on a constitué un groupe de 23 chercheurs, des gens qui travaillaient déjà sur ces thématiques dans les 3 universités normandes. Et puis, on s'est associé bien évidemment à des établissements publics, opérateurs référents, et on a constitué ce groupe qui, pendant 1 an, a travaillé sur un état de l'art, sur ce qu'on pouvait aujourd'hui observer sur le réchauffement climatique, ses conséquences déjà. Alors, il y en a qui commencent à poindre, d'autres qui vont poindre, et puis vraiment imaginer ensemble ce qui pourrait advenir de ce climat normand et de ses conséquences sur 9 items. Alors il y avait bien évidemment la dimension climatique météorologique, il y avait le littoral, il y avait la santé, il y avait la biodiversité marine et continentale, il y avait, j'en oublie malheureusement, donc il y en avait 9. On a travaillé, je dirais, ensemble pour proposer 1 an plus tard un certain nombre de perspectives sur ce que l'on observe,
ce qu'il faudrait continuer à mesurer pour pouvoir évaluer les conséquences, et puis évoquer les conséquences potentielles sur ce territoire, sans pour autant, ça fait partie de vos questions, sans pour autant dire aux gens ce qu'ils ont à faire. On n'est pas là pour dire ce qu'il y a à faire, mais essayer d'encourager, d'éviter la maladaptation, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Donc on en est là aujourd'hui. J'espère avoir répondu dans un temps imparti à vos questions. Merci, M. Costa. Même dans un temps imparti, plus court qu'imparti. Bravo. On va récupérer le temps imparti en plus à Mme Bello ce matin. Et donc, alors on a une intervention qui fait toujours des brillants discours. Il faut le reconnaître qu'on a beaucoup de plaisir à écouter, malgré tout, parce que Mio à la région, il regarde même, ça gagne l'enquêtement après. Donc, intervention de l'INSU. Alors, qui est-ce qui représente l'INSU parmi nous? Donc, c'est vous. Alors, donc, quels moyens supplémentaires pouvons-nous mettre à disposition sur le territoire réunionnais? Question toute simple, avantage dans votre camp, puisque vous avez également 5 minutes pour une seule question. On l'a trompé pourquoi? C'est l'OSU d'abord, oui, je leur ai prêté, c'est vrai, j'ai l'OSU d'abord, je suis désolé, il peut arriver que mes yeux me fassent un peu défaut, donc profitez de ces 5 minutes de calme. Donc, mais on lui laisse la parole quand même, ou c'est... On peut. En plus, on a un coup de micro. Voilà. Alors, l'INSU, c'est l'Institut national des sciences de l'univers. C'est un des 10 instituts du CNRS. Et avant de parler des moyens qu'on peut mettre en plus, on pourrait déjà se demander qu'est-ce que le CNRS vient faire dans cette affaire de grec, en quoi le CNRS se félicite, accompagne, veut faciliter la création d'un grec. L'Institut national de l'univers, c'est un institut qui s'occupe, alors il a un nom comme ça un peu ésotérique, et qui s'occupe d'astronomie et d'astrophysique, mais qui s'occupe aussi de sciences de la Terre, des surfaces et interfaces continentales, d'océans et atmosphère. Je suis moi le directeur pour l'océan et l'atmosphère, et qui va donc étudier très en détail et très profondément le changement climatique. Pour donner une idée, le premier volume du rapport du GIEC, qui s'appelle les bases physiques, il y a 14 000 publications qui ont servi de base solide à ça. Le CNRS, et singulièrement l'INSU, est le premier organisme qui a contribué à ça. Donc, notre mission, c'est évidemment toujours d'abord d'être un service public de la recherche et donc de créer de nouvelles connaissances. Mais quand on se rend compte que ces connaissances, elles sont aussi importantes peut-être pour l'un des plus grands défis qui ait jamais été lancé à l'humanité, contrer et s'adapter au changement climatique, alors ça nous donne des responsabilités pour aller vers la société, pour brancher nos recherches directement dans la société et singulièrement les brancher dans les territoires. Et pendant des années, finalement, moi j'ai eu l'impression, j'étais chercheur jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de mettre mes résultats dans une bouteille, de jeter la bouteille à la mer et dire que quelqu'un trouvera bien cette bouteille. Aujourd'hui, il faut faire plus que ça. On doit aller, non seulement on doit continuer de produire de la connaissance, mais on doit aller vers la société. La société, c'est les décideurs, les acteurs de l'opérationnel, mais c'est aussi monsieur tout le monde, les associations, les lycéens. Et pour nous, un grec, c'est un outil extraordinaire pour ça. Une espèce de forum où ces entités peuvent se rencontrer, se questionner, venir avec leur savoir, y compris les citoyens ont des savoirs à partager avec les scientifiques, ceux qui sont là depuis longtemps, le savoir de leur écosystème en fait. Et évidemment, les scientifiques ont apporté du sens à aider à prévoir ce qui va se passer, mais aussi à comprendre ce qui est en train de se passer dans une période où la science, finalement, elle a pas mal reculé face à des grandes angoisses qui nous ont frappés et qui nous frappent encore. Et donc, notre vision, c'est de vouloir participer de ce mouvement-là et d'une certaine façon de venir alimenter avec nos recherches la question du changement climatique. Et on met un outil à ça, et c'est pour ça que c'est peut-être pas mal que je parle juste avant Fabrice, qui sont les observatoires des sciences de l'univers, c'est-à-dire ces endroits où se retrouvent les OSU, où se retrouvent nos laboratoires, où on va pouvoir faire de l'interdisciplinarité et où on va pouvoir finalement servir d'interface, de port USB avec le reste de la société, avec les décideurs, pour prendre leurs demandes, pour transmettre nos messages. Et donc pour nous, un endroit où il n'y a pas de grec,
c'est un peu comme un ordinateur où on n'a pas la prise USB, on a un problème. Donc on se félicite et on est extrêmement heureux d'abord de la dynamique qui a été enclenchée ici à La Réunion et notamment par le Conseil régional, mais aussi du positionnement de l'OSU qui, à travers les moyens qu'on y met, parce qu'on y met des moyens, on y met des postes de chercheurs, d'ingénieurs, on y opère des infrastructures de recherche. Aujourd'hui, on suit la dynamique littorale à l'Ermitage, mais on opère aussi l'observatoire du Maïdo qui sonde l'atmosphère. On s'intéresse à la dynamique des forêts humides, tout ça dans des réseaux internationaux. Or, on sait que le changement climatique va impacter tout ça dans des boucles extrêmement compliquées. On a le premier, je peux prendre un exemple, on a le premier phénomène qui pourrait être, comme ça a été présenté, un changement dans la fréquence et dans l'intensité des cyclones. Mais si un cyclone arrive après un incendie, il peut lessiver les sols, et ces sols peuvent partir dans le lagon, et le lagon peut en souffrir. Et vous voyez que c'est pas juste un métier qu'il faut, et un savoir qu'il faut combiner, mais une galaxie de savoir. Et donc nos OSU, les OSU que nous opérons au CNRS avec l'Institut des sciences de l'univers, avec l'Institut d'écologie, aussi avec l'Institut des sciences humaines, parce que c'est très important d'avoir les sciences humaines aussi dans cette histoire, on les veut comme des ports d'attache où les décideurs, les opérationnels, les associations, les lycéens et évidemment les chercheurs, les grandes infrastructures de recherche, etc., viendront se rencontrer pour recevoir des messages et envoyer des messages. Ça peut être très concret, ça peut être des services climatiques. Aujourd'hui, il y a 50 millions qui est mis dans un PEPR pour faire des services climatiques. Un service climatique, c'est-à-dire très concrètement comment on adapte le savoir issu du changement climatique pour rendre des services à la société. Il va bien falloir des gens pour dire moi j'ai besoin de ce service-là. Comment on fait ça? Comment on fait pour que la société elle vienne nous interpeller? Eh bien, le grec pour nous, et c'est pour ça qu'on a une cartographie de l'ensemble des Grecs en France, et partout où il y en a, on fait la même offre de services. Nous avons des OSU, ils travaillent en réseau. Il y a d'abord le savoir qui est construit dans la région, il est essentiel. Souvent, les scientifiques qui y sont les plus pertinents, évidemment, ils travaillent sur ce milieu. Et puis, quand il n'y a pas ce savoir-là, il y a tout le réseau des Grecs derrière, où on peut aller chercher le savoir, la technique, l'instrument, la méthodologie pour aller étudier et répondre à une question du territoire. Donc, nous, on est hyper content et aussi hyper fier d'être invité à la journée d'aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Me permettez-moi de faire remarquer au monsieur Odon tout à l'heure ce qu'a cru être une erreur de ma part d'avoir sauté une ligne. En fait, c'était quand même pas mal qui passe avant Fabrice. Donc, ceci dit, mis simplement au milieu de la salle parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, en fait, les intervenants, ils regardent que moi quand ils répondent, comme si moi était Cyclone Freddy ou Jean-Marc Collienne et monsieur Velayudom qui n'a jamais rêvé d'être Jean-Marc Collienne dans sa vie. Donc, on va passer la parole donc à l'OSU et puis à Météo France avec les questions suivantes. Quels moyens pouvez-vous mettre à disposition en termes d'appui scientifique et qu'est-ce qui nous manque? Alors, effectivement, alors l'OSU, l'Observatoire des sciences de l'univers de La Réunion, c'est un des 25 OSU de France, mais c'est le seul dans l'outre-mer. Donc cet OSU, il date de 2010. Donc ici, nous avons 5 stations de mesure. Donc c'est un observatoire. Donc c'est un observatoire. Donc un des produits de cet observatoire, ça va être de faire de la donnée de qualité et sur le long terme. Et donc, par exemple, dans les 5 stations de mesure, il y a une station qui est phare, donc qui est un site labellisé au niveau national, un site d'importance nationale et même internationale, qui est le site donc instrumenté du Maïdo, l'observatoire du Maïdo. Et cet observatoire est rattaché, par exemple, donc à plusieurs instituts, donc Météo France, la NASA, DAC, plusieurs instituts internationaux. Et donc, ce site-là va apporter de la donnée sur le long terme
Donc là, par exemple, dans le cas de l'OSU, donc comme je viens de le dire, donc nous travaillons à avoir 13 ans de données déjà donc de qualité. Mais il faut que ça continue. Hein, donc, et avec les autres stations, on a d'autres types d'informations également qui vont être amenées. Donc là, le MAIDO, ça apporte des informations sur l'atmosphère, mais nous avons également des stations qui vont étudier par exemple la biodiversité. Alors un peu partout dans l'île, hein, donc nous avons par exemple dans le sud, nous avons donc plus de 10 000 arbres qui ont été étiquetés par donc la station forestière de suivi donc des forêts sur le long terme. Et évidemment, ce travail, il se fait également en collaboration avec les autres laboratoires qui sont dans les Outre-mer. Et à côté de ça, nous avons une station qui suit donc la dynamique du littoral, donc le trait de côte, son évolution au cours du temps. Et notre station va suivre, elle, par exemple, au niveau de la rivière des Pluies, depuis la plaine des Fougères jusqu'à donc l'aval donc de la rivière des Pluies, donc l'érosion au niveau donc de ce bassin versant de la rivière des Pluies. Alors le bassin versant de la rivière des Pluies, donc il y a un enjeu très important hein, qui est Gillot en aval. Le trait de côte, au niveau le suivi du trait de côte, il se fait au niveau du port de Saint-Gilles, donc vers Trudeau. Donc là encore, il y a un enjeu économique très important. Et donc il y a aussi, donc sur le long terme, finalement des localisations stratégiques qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir suivre à La Réunion dans cette OSU, ce qui est original. Parmi, c'est une offre qui est quand même très, très spécifique également à cette OSU. Depuis la goutte jusqu'à donc le canyon, hein, donc l'évolution, hein, et ça va être également ensuite complémentaire avec les modélisations qui vont être apportées par d'autres scientifiques. Donc sachant que l'OSU est gérée par 4 tutelles. Donc il y a Météo France, l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, le CNRS et l'Université de La Réunion. Donc c'est un institut. Donc cette OSU. Effectivement, donc nous, notre souhait, c'est qu'il soit référent au niveau régional pour ce qui est du grec. Et nous allons mettre en place vraiment tout pour faciliter, avec l'aide des 8 laboratoires de l'Université de La Réunion hein, également. Il faut savoir que cette OSU, c'est également un service qui est dédié aux 8 laboratoires qui gravitent autour de cette OSU. Donc il y a plus d'une centaine de personnes, hein, ça dépasse de membres qui vont pouvoir donc graviter autour de cela et travailler autour de ça. Et donc, je vous ai parlé d'observation, je vous parle de recherche, mais on fait également de l'enseignement. On va participer également à l'enseignement. Et vous avez un volet formation également. Vous avez des chargés de mission qui ont été recrutés pour, par exemple, il y en a un qui est parmi nous là aujourd'hui, donc Monsieur Kevin Lamy, qui va donc intervenir également pour suivre donc les changements climatiques au niveau de tous les Outre-mer. Hein, donc voilà, j'espère que. Alors j'ai peut-être oublié une station encore? Non? Bon, je pense que c'est bon. Si, il y a le rayonnement solaire également. Nous faisons également donc le suivi du rayonnement solaire. Et voilà, donc je vais pas trop insister plus. Il y avait une dernière question à laquelle j'ai pas répondu. Qu'est-ce qui manque? Alors, qu'est-ce qui manque pour le climat? Eh bien, alors, il y a le grec, voilà, il faut rentrer dedans. Il faut pas rater le coche. Et il faut effectivement donc voir les indicateurs hein, donc qui vient d'être donné là juste avant. Donc on va se raccrocher au grec qui existe déjà pour voir comment ça a été monté et être le plus efficace possible. Merci. Et donc en complément, peut-être préciser le domaine d'intervention de Météo France sur ce sujet. Donc on ne va pas revenir sur la mission de Météo France en termes de surveillance, modélisation de l'atmosphère, du manteau neigeux et de tout ce qui va concerner le climat. Pour revenir à notre sujet, Marie-Dominique vous l'a présenté très brièvement. Derrière ce message très clair sur l'impact, il y a énormément de recherche, de modélisation. Ça s'est concrétisé pour notre territoire par un projet Brio qui a été évoqué ce matin par monsieur le secrétaire général de la COI, qui nous a permis, à partir des modèles grande échelle, de descendre à une maille très fine, relativement fine, on va dire,
sur le territoire de la Réunion et arriver à régionaliser un petit peu toutes ces projections climatiques sur une échelle vraiment fine qui nous permet de mieux appréhender finalement l'impact sur un territoire très varié comme la Réunion. Et donc voilà, donc nous on a toute cette masse de données sur les tendances, sur les simulations, la régionalisation. Alors c'est un premier... C'est un premier jeu de données, il nous faut le consolider, toujours l'améliorer, parce que voilà, on a réalisé ça dans le cadre d'un projet et il y a tellement de choses à faire encore pour consolider ce jeu de données, mais on a déjà une première amorce. Et cette première amorce, donc, elle nous permet d'avoir déjà un premier message sur l'évolution en termes de précipitation, en termes de température, et puis les grandes lignes en termes cycloniques, mais elle permet aussi, en les mettant à disposition d'autres scientifiques, d'aller un peu plus loin dans l'impact. En discutant avec les forestiers, on peut se dire quel impact ça va avoir sur les essences sur l'île. En discutant avec des spécialistes du monde sanitaire, quel impact ça va avoir sur les modélisations, sur le risque vectoriel lié aux moustiques, par exemple. Et donc c'est par des partenariats. Alors on fait ça de manière très empirique pour l'instant au fil de l'eau, et Marie-Dominique est une des actrices principales côté Météo France dans ce domaine. Donc, par des petits partenariats, comme ça, arriver, à partir de cette masse d'informations météorologiques, à aller jusqu'à l'impact. Voilà ce qu'on peut apporter. En parallèle, sur notre champ d'activité, donc qui est l'évolution du climat, on a tout un support pédagogique. Vous avez sans doute vu les panneaux qui sont disposés en bas, là. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de présentations auprès de scolaires, auprès de partenaires publics, des informations vulgarisées qui sont mises à disposition sur notre site internet. Et l'objectif, c'est de bien partager toute cette connaissance, parce qu'effectivement, des données qui, vous avez raison de le souligner, des données qui sont produites ou des connaissances qui sont produites et qui restent à ce niveau juste académique, elles n'ont pas de sens et pas d'utilité pour la société. Donc c'est vraiment dans cette trajectoire que la direction interrégionale Océan Indien de Météo France s'est inscrite déjà depuis plusieurs années. Voilà, j'oublie... Très bien, je vais vous laisser passer la parole à nouveau à votre voisin qui voulait la prendre. Non, mais vous pouvez, et puis on enchaînera sur M. Waro. D'accord, oui, simplement, j'étais un peu lapidaire tout à l'heure, un peu rapide. L'une des caractéristiques de ce GIEC normand ou de ce GREC normand, peut-être qu'on s'appellera comme ça prochainement, c'est au début, il ne s'agissait pas de faire de la recherche, mais de faire l'état de l'art de ce qui avait été fait pour identifier, je dirais, les trous dans la raquette. Et ça sera la troisième phase de ma reprise de parole. Donc c'était vraiment identifier qui fait quoi, où, quand, comment, qu'est-ce qui nous manque pour apporter les informations les plus importantes pour les politiques publiques régionales, mais aussi politiques publiques peut-être d'ordre national, lorsque les Grecs vont réussir enfin à se réunir et à travailler de concert. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, même si c'est un vœu qui commence à avancer. On est sous des identités, j'allais dire, des organismes avec des régimes juridiques différents, donc c'est pas simple. Le deuxième point, il s'agissait pour nous surtout de faire de la communication auprès des élus, auprès des populations, au travers de, je crois que c'est une 60aine de réunions publiques. On a vu plus de 500 élus, on a fait le décompte l'autre jour, on a rencontré presque 6000 personnes en réunion, là, organisées par la région, mais ensuite toute une série de réunions qui nous ont été demandées. Et donc on a vraiment réalisé, je crois, en toute humilité, un transfert de connaissances. Et les services de la région ont mis en place des petites vidéos qui résument ce qu'on disait, donc avec des spécialistes de la communication dont nous ne sommes pas, et qui permettent là encore, en notre absence, de pouvoir avoir l'ensemble de l'information. Et la troisième étape, elle est en cours aujourd'hui. Il s'agit d'identifier les trous dans la raquette, et la région nous aide à organiser finalement un dépôt de projets européens pour trouver les financements nécessaires pour remplacer, je dirais, les manques, les combler, et puis des travaux avec l'ANR qui permettra de mettre en place les programmes de recherche que l'on souhaite collaboratifs. Et je finirai là-dessus, et c'est bien d'avoir des indicateurs
physiques, ça a été dit par mon collègue. Il faut mettre au même plan les indicateurs également de sciences humaines et sociales, pas uniquement en faire valoir, parce que bien évidemment, il s'agit de travailler pour les sociétés, pour embarquer, comme ça a été dit ce matin, le plus grand nombre. Et là, il va falloir identifier les points de blocage, les verrous qui ne nous permettent pas de passer à l'action. Et donc là, c'est fondamental, il faut avancer sur ces indicateurs physiques, mais également de sciences humaines et sociales en même temps. Merci beaucoup. Donc on va passer la parole maintenant à M. Haro, qui est élu régional à la charge des déchets de l'environnement. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc je vais vous demander de nous faire part de la volonté de la région sur la création de ce GREC réunionnais. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, mais avant de commencer, j'aimerais juste dire à l'intervenant, à l'animateur, que le plus grand chantier d'endiguement à La Réunion actuellement, c'est sur Saint-Joseph. Donc Saint-Joseph est peut-être mal loti, mais quelque part, ça avance quand même. Voilà, donc c'est juste en aparté. Maintenant, j'aimerais effectivement intervenir et d'abord excuser M. Chabria, qui devait être effectivement assis à ma place, mais il a été contraint par un petit problème familial d'aller ailleurs et de ne pas venir ici avec nous. Bon, moi, ça fait plus d'1 an que l'on parle de la création d'un GREC avec M. Chabria. Il a rencontré plusieurs experts et je pense que quand on est là tous aujourd'hui, on est déjà pratiquement dans la formation de notre GREC, parce que le GREC est finalement la rencontre entre les scientifiques, entre la science, entre les éléments que l'on doit connaître, que l'on doit approfondir pour donner tous ces éléments à la société, aux populations, comme disait notre collègue Normand, à la population, mais aussi aux décideurs, aux élus que nous sommes, enfin, que je suis. J'ai d'autres collègues dans la salle qui sont là, Madame Césari, Monsieur Annette. Nous devons prendre des décisions. Comme disait Monsieur le Préfet ce matin, comme a dit Madame Huguette Bello, peut-être un peu longuement ce matin. Non, j'étais... nous devons prendre des décisions. Et ces décisions, on doit les prendre effectivement à la lumière de ce que va nous dire les scientifiques. Et pas seulement effectivement les scientifiques, mais aussi les anciens. J'étais juste avant dans un atelier où on m'a parlé d'images au service de la société. Et c'est vrai que toute l'histoire que l'on a, tout ce que les anciens ont dans leur mémoire, doivent nous servir aussi à établir aujourd'hui les risques que l'on va avoir dans l'avenir. J'ai vu tout à l'heure une photo où on voit Saint-Leu, la ville de Saint-Leu aujourd'hui, avec toutes les habitations, et la ville de Saint-Leu en 1950. J'aimerais pas habiter Saint-Leu. Hein. Si le cyclone 48 revient, j'aimerais pas habiter Saint-Leu. Mais enfin bon, c'est l'évolution de la société qui veut ça. Mais en tout cas, la région, aujourd'hui, on est très très content d'être là pour parler du GREC, pour parler de la création de ce GREC, parce que nous pensons réellement que nous devons avoir une analyse fine au niveau de notre région. Nous devons avoir des éléments de contexte, des éléments météorologiques, des éléments scientifiques qui nous permettent de prendre des décisions au niveau local, ou tout au moins au niveau régional, dans notre zone océan Indien. Mais il est clair que la région est donc partenaire de la création de ce GREC. Nous serons le pilote de ce GREC, de la formation de ce GREC, et nous souhaitons aussi participer largement au secrétariat de ce GREC, et parce que nous pensons réellement qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement être dans le constat. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui arrivent et qui nous disent, en 2050, il va y avoir 2 degrés de plus, 3 degrés de plus. Enfin bon, il y a ceux qui sont pessimistes et ceux qui sont un peu plus optimistes, mais la situation va faire que les températures vont augmenter et que nous allons avoir des contraintes en termes météorologiques, mais en termes aussi de vie, puisque nous voyons actuellement la situation de Mayotte, où nous avons des problèmes d'eau. Est-ce que dans l'avenir, à La Réunion, il n'y aura pas ces mêmes problèmes? Il faut donc, au-delà du constat, il faut travailler à l'adaptation de notre territoire et de notre région
au changement climatique. Vous savez, j'ai été, et je vais terminer par là, j'ai été dans un passé pas très ancien, mais quand même, collaborateur de cabinet du président Vergès. Et la première fois que j'ai entendu parler déjà des changements climatiques, c'était en 1996 avec Paul Vergès. Mais après, pendant des années, on a entendu toutes les semaines le président Vergès nous rappeler il faut travailler à l'adaptation, il faut travailler à l'adaptation. Et tout le temps, il le rabâchait. Et Paul Vergès disait souvent la politique, c'est l'art de la répétition. Et donc il nous répétait souvent qu'il fallait, et régulièrement, et je vois en face de moi quelqu'un qui était à la région en même temps que moi, Jérôme Velayudom, et il secoue la tête en disant oui, c'est vrai. Il y a donc aujourd'hui, au-delà des constats que le GREC doit faire, au-delà de la sensibilisation que ce GREC doit faire, doit mettre en place vis-à-vis de la population, et surtout pour informer les décideurs, nous devons surtout utiliser ce GREC pour travailler à l'adaptation de nos territoires, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Monsieur parlait tout à l'heure, quelqu'un a parlé tout à l'heure du littoral de Saint-Gilles. Vous savez, la Réunion n'est pas fait que du territoire de Saint-Gilles, n'est pas fait que du littoral de Saint-Gilles. Vous avez par exemple actuellement un groupe de personnes qui habitent sur le littoral de la ville de Saint-Louis. Et il y a encore 15 jours, il y a eu la houle qui a envahi 2 ou 3 maisons. Vous voyez, donc c'est vraiment pour nous une réalité aujourd'hui, les problèmes qui arrivent, et il faut donc que nous puissions ensemble, et la région appelle effectivement toutes les forces vives, tous les scientifiques, toutes les associations qui veulent participer, contribuer à la mise en place de ce GREC, mais aussi à l'enrichissement de ce GREC. Parce que souvent, quand on ne sait plus quoi faire, eh ben on va voir nos anciens. Et les anciens, ils nous donnent quelques anecdotes, comment ça s'est passé dans le passé, et on arrive comme ça à rebondir et à repartir et à se dire il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc moi je pense qu'il faut aussi appeler l'ensemble des forces vives du pays et de la région, bien évidemment, à travailler ensemble pour l'élaboration du GREC le plus performant possible, parce qu'il faut vraiment que l'on puisse s'adapter à ces changements climatiques. Je ne serai pas plus long parce que je pense que j'ai déjà dépassé le temps imparti, mais vous savez, je terminerai juste par une anecdote. Je me souviens une fois lors d'un colloque qui se passait à la région et où un collègue me disait, si on demandait à l'intervenant, à l'animateur de parler un peu moins, les orateurs pourraient parler un peu plus. Merci. Joli, monsieur Waro, les gaillards. Merci en tout cas, et que vive le GREC. Les rats ont mis tout bon bout, qui gagne bataille avec moi sur ce terrain-là, bravo, respect. Mais veux dire, on a Waro, on a Payette, on a Grondin, donc on peut faire un slam si vous voulez. Et donc, bon, monsieur Waro, mais là-dedans, là, ce qu'on connaît, c'est que c'est moi dans le dernier mot, c'est ça le baissement. Donc, ceci dit, là, mais il rebondit un petit peu sur ce que M. Waro disait. Il est vrai que globalement, c'est tout y connaît l'histoire du petit colibri qui met de l'eau dans son bec pour aller éteindre l'incendie et il lui fait sa part. Gramont il disait ici aussi avant, et Daniel Waro dit ça notamment d'un morceau, c'est ma poisson y ali avant l'y poisson y a moins. Mais il veut dire prendre soin de la terre avant qu'elle prenne soin de vous. Et il y a une phrase de Dave Virasamy, un poète mauricien, qui dit également un petit pays mais un grand l'avenir. Et même si Mimoukat un petit peu, mais moi j'étais très touché par votre intervention. Donc Midiao, mais profite pour Diao, et puis nous passe la parole à ceux qui représentent l'avenir, principalement ici, mais nous va quand même élargir la parole. Donc si on a des questions, des échanges, tout ça, tu veux, une première main de monsieur Velayudom de l'autre côté, m'y arrive Jérôme. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces interventions et la présentation de ce projet de GREC. Alors, juste pour l'anecdote, et ça va faire plaisir à Sergio Grondin, qui depuis ce matin fait une promotion du créole réunionnais. Dans les années 70, le GREC était un groupe de recherche et d'études créoles, initié par ceux qui par la suite ont fondé l'association Ziskakan. Donc, je trouve ça très intéressant, cette interaction improbable.
moi, j'ai une première question, donc ça c'est pour les INSU et les OSU. Je voudrais savoir comment est-ce que, donc moi je suis délégué dans ma collectivité à l'intelligence économique auprès du directeur général des services. Je voudrais savoir quelle articulation avec les collectivités locales des Grecs que vous avez pu observer dans leur fonctionnement sur d'autres territoires. Parce que pour nous c'est aussi une ligne et voir comment est-ce que l'on peut collaborer. Alors collectivité locale, la région s'est exprimée, mais donc il y a les collectivités de proximité, hein, les communes, hein, donc là on est dans l'ancrage territorial et la réponse à l'urgence telle que et aux politiques d'aménagement. Et par ailleurs je conduis une thèse de doctorat en sciences de gestion en intelligence économique. Je voudrais vous remercier vraiment sur la question des sciences humaines, parce qu'on a l'impression que c'est du folklore, hein. Très clairement. Pourquoi? Parce que contrairement aux sciences dites dures, ça ne produit pas, sauf pour ceux qui dans les sciences humaines ont une approche quantitative, mais pour ceux qui produisent du quali, ça ne produit pas d'indicateurs suffisamment exploitables par les collectivités et par le politique. Or, le politique, il a besoin d'indicateurs dans le cadre d'un agenda électoral pour l'évaluation de sa politique publique. Résultat, tout ce qui est qualitatif est bordé, ou en tout cas marginalisé, et c'est quelque chose qui relève de quelque chose de très sympathique, de très agréable. Bon. Donc, merci de replacer en effet les sciences humaines, les études quanti, certes, mais les études quali, qui, de mon point de vue, en tant que qualitativiste, en disent beaucoup plus, avec une granularité plus fine. Le quanti, c'est la tendance, le quali, c'est la vérification et justement la question de l'adaptation. Donc, merci beaucoup, parce que ça m'amène à la deuxième question, qui est, est-ce qu'on envisage un programme de recherche interdisciplinaire mais qui associe par ramification et engage une direction, par exemple en anthropologie, en sciences de gestion, en histoire, sur les effets du réchauffement climatique. Merci pour vos deux questions. Je vais essayer de répondre déjà à mon niveau. En commençant par la deuxième. Bon, la deuxième question me semble vraiment la plus simple en tout cas. Donc il y a évidemment, donc c'est interdisciplinaire. Donc le souhait c'est que ce soit vers les sciences humaines également. Donc nous, pour le moment, il y a une volonté d'aller vers ça. Maintenant, la rencontre vers ces personnes n'a pas encore eu lieu. Hein, donc, on va, et là, je vais revenir. Ça va rejoindre également votre première question. On est dans la phase de création du GREC aujourd'hui, et donc il va falloir, je pense, effectivement se rencontrer, faire des rencontres avec les décideurs. Et voir ensemble comment on travaille. Et on pourra s'appuyer sur ce qui a été fait donc, en Normandie ou ailleurs, en Occitanie ou ailleurs. Hein, mais c'est un travail qui est collaboratif. Ce ne sera pas uniquement les scientifiques là. Alors j'ai eu l'opportunité de voir votre exposé l'année dernière, hein, donc lors d'une réunion, et je pense que c'est important de suivre un protocole aussi. Hein, si à un moment donné, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à un protocole pour travailler ensemble. Oui, pour aller dans le sens et rapidement avant de te passer la parole, Virginie. S'agissant de ce qui s'est passé en Normandie, très clairement, c'est la région qui est pilote. Mais par contre, le deal était le suivant. Premièrement, c'est pas que de la com. Sinon, on fait juste un livret et ça s'arrête là. Donc, il va falloir que la région, et je vais vous le dire après, s'engage également. Et le deuxième point qui était fondamental, c'est, certes, c'est vous qui pilotez l'organisation, le secrétariat. On a fait ça bénévolement, hein, je tiens à le préciser également. Par contre, on dit ce qu'on veut. C'est fondamental aussi de le mettre tout de suite sur la table, même les choses qui dérangent. Alors on a parlé d'adaptation, c'est absolument fondamental, l'adaptation, même si ça c'est absolument pas porteur politiquement, hein, parce que certaines adaptations, ça va être compliqué à mettre en place sur les territoires, mais elles seront nécessaires parce que la nature ne nous laissera pas le choix, j'en reparlerai d'ailleurs ce soir. Et puis, un deuxième point, concernant, je dirais, nos relations avec la région, c'était de dire d'entrée, ce sont des indicateurs physiques et des indicateurs de sciences humaines et sociales. On commence par les indicateurs physiques parce que c'est le point de départ, mais aujourd'hui il y a un GIEC 2 qui se lance avec des psychologues de l'environnement, avec des économistes, avec des historiens et avec des juristes pour voir comment on peut déployer certaines actions et déterminer les verrous qui bloquent les acteurs pour
passer à l'action. Parce qu'il n'y a pas que l'adaptation. Il y a aussi l'atténuation qui est fondamentale. Et pour le coup, notre propos auprès de la région, c'était de dire « et vous, vous vous engagez comment ?» Et là, il se trouve qu'à la région Normandie, non seulement ils ont regardé leur bilan carbone, ils ont vu où ça n'allait pas bien du tout, ils ont revu l'ensemble des services qui sont en ordre de marche pour réduire leur bilan carbone, jusqu'à voir les marchés de la région qui doivent prendre en considération maintenant cette dimension. Et puis, il y a eu la création de fonds spécifiques de la région, notamment pour la gestion des littoraux, un fonds spécifique qui permet de financer les collectivités qui veulent aller dans le bon sens, qui seraient vertueuses en la matière face à l'érosion et à l'élévation du niveau des mers. Virginie Duva, moi je suis géographe, je suis basée à l'Université de La Rochelle et j'ai participé aux 2 derniers rapports du GIEC. Et je voulais justement partager un point qui me paraît très important par rapport à l'intervention que vous avez faite au sujet de est-ce que finalement les sciences humaines et sociales sont difficiles à prendre en compte parce qu'elles ont du mal à quantifier les phénomènes. Depuis maintenant quelques décennies, le GIEC a mis au point en fait une méthode qui permet d'intégrer pleinement les sciences humaines et sociales et qui est une méthode d'évaluation par jugement d'experts. Donc c'est une méthode qui est semi-quantitative ou semi-qualitative, hein, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, à vous de choisir. Donc ça passe, si vous voulez, par l'identification d'indicateurs permettant de couvrir la totalité des dimensions qui sont concernées, et à partir de là, par un état de l'art, pour commencer. Stéphane Costa a rappelé l'importance de cette étape. Et à partir de cet état de l'art, on réunit autour de la table les experts compétents qui vont accorder des scores, par exemple de 0 à 5. Donc on met en place un système de scoring. Ce système de scoring n'est pas une attribution de scores aléatoires. Les règles du jeu sont très précisément définies au départ. L'objectif étant que différents experts qui auraient appliqué ce système de scoring obtiennent évidemment les mêmes scores. Donc il y a une règle du jeu qui est extrêmement précise. Il y a ensuite une justification tout aussi précise de chacun des scores. Et ensuite, on attribue à ces scores un degré de confiance, comme on le fait avec les calculs de marge d'erreur dans les travaux de modélisation. Et ça permet collectivement, et là, on a besoin d'un croisement de regards, finalement, science-décision, hein, le champ des acteurs. Moi, je vais dire des parties prenantes de la société, y compris les anciens qui ont été mentionnés, puisqu'on s'aperçoit que pour beaucoup d'éléments sur lesquels on n'a pas de savoir scientifique, on peut mobiliser des savoirs locaux. Donc, ça permet véritablement de produire des évaluations très bien documentées et très robustes sur tout un tas de paramètres qui, au départ, semble difficile à évaluer. Donc moi, ça me paraît assez important, dès le départ, d'intégrer ces éléments-là, si je peux me permettre, parce que ça permet de dépasser des verrous scientifiques, dépasser des frontières et de donner toute leur place aux sciences humaines et sociales, même sur les aspects les plus sociaux, les plus humains qui soient. Et ça marche extrêmement bien. On arrive même à publier dans de très grandes revues scientifiques en faisant ce type de travail. Donc ce n'est pas un travail scientifique dégradé ou de mauvaise qualité, mais ça permet de donner tout le rôle à ces fameuses SHS. J'en parlerai un peu demain. Non, c'était pour compléter ce qui a été dit. En fait, effectivement, à l'OSU, on s'intéresse au littoral de Saint-Gilles, mais on ne travaille pas seul, on travaille avec le BERGM. Et le BERGM, en fait, complète sur l'ensemble de l'île, et effectivement le site de Saint-Louis est du ressort du BERGM. Et sur cette question du littoral, en fait, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on ne peut pas travailler tout seul, qu'on a besoin des communes, et donc on a monté plusieurs actions qui vont dans cette idée du grec sans savoir qu'on fait du grec. En fait, on a monté depuis 2017 un DU avec la DEAL pour former les ingénieurs et les techniciens territoriaux. On a des demandes de politique pour être formés à la question de la gestion et du suivi du trait de côte et du risque côtier. Et on a des demandes de profs aussi maintenant qui nous demandent qu'on les accompagne. Et donc c'est dans nos objectifs. Donc on est dans cette idée du grec sans savoir qu'on fait du grec, mais avec plaisir qu'on inscrira notre observatoire du littoral qui devait être signé pendant cette journée, mais qui a pris un peu de retard. Et donc, c'est des initiatives en fait qui se mettent un peu partout et qu'il faut coaguler en fait pour créer ce grec. Mais les initiatives, elles existent.
Oui, moi je pense aussi qu'il faut ne pas oublier que le Conseil régional est actuellement en train de mener la révision du schéma d'aménagement régional, comme l'a dit ce matin Madame la Présidente, et qu'il est important effectivement d'avoir l'expertise, d'avoir des éléments sur le trait de côte, etc., enfin sur les problèmes de PPRI, etc., pour justement que ce SAR prenne en compte tous ces éléments. Et malheureusement, le SAR avance relativement vite pour l'instant. On est dans la phase de concertation avec toutes les collectivités, mais il manque, à mon avis, effectivement, ce maillon de relation avec le grec. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la région ensuite va lancer, bien évidemment, un appel à toutes les collectivités qui voudront participer sur tous les EPCI. Je vois dans la salle des responsables, des directeurs des services d'environnement des EPCI. Ils doivent prendre toute leur place dans cette démarche, parce que du moment qu'on est volontaire, on pourra faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Bonjour, Christian Net, je suis un élu régional et comme d'autres dans cette salle, je travaille justement à la révision du SAR. Alors moi, je vais faire remarquer que j'ai un problème de frustration parce que le SAR, comme vient de le dire M. Waro, il est en marche, hein, ça va vite, et en principe, on devrait l'avoir bouclé en 2026 ou 2027. Ce qui signifie que pour moi, le point de frustration, mon point d'inquiétude, c'est de dire que le SAR, sitôt validé par le Conseil d'État, j'espère que ça sera le cas, ou en 2028, il pourrait déjà être caduc. Parce que toute cette aide à la décision, toute cette aide que vous pouvez nous fournir, les experts, les scientifiques, toutes les études de sciences sociales, etc., nous n'en profiterons pas. Le SAR, quand je donne l'échéance de 2027, mais ça va très vite, on est dans la concertation et on va presque à marche forcée, mais je sais pas, je crains. Ça veut dire que j'invite, moi, à la mise en œuvre du grec, mais le plus rapidement possible. Mais comme disait M. Costa tout à l'heure, quand on fait de la recherche, c'est pas une bouteille après qu'on jette à la mer. Je fais de la recherche, je suis le seul à en profiter, ou le monde de la recherche en profite, s'auto-anime, entre guillemets. Hein, mais si le public, le grand public, ne prend pas conscience de toutes ces informations, je pense aux lycéens, mais je pense, en plus des lycéens, je pense à ceux qui naissent aujourd'hui, qui auront 30 ans en 2050. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je ne veux pas revenir sur l'aggravation les conséquences désastreuses du changement climatique, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Sachant que le SAR, pour être un peu plus précis, c'est le document qui construit la Réunion à l'horizon 2040-2050, quand nous serons 1 million d'habitants. Et la temporalité fait que nous n'aurons pas un nouveau SAR. C'est ça la difficulté, c'est ça ma frustration, ma difficulté. On peut toujours modifier des SAR, mais ça prend du temps. Mais pour prendre en compte toute cette somme d'informations, c'est un peu, pour moi, c'est un point, voilà, un point de frustration. Merci, M. Net. Attendez, il y a une question déjà là-bas. Vous répondez, évidemment. Peut-être la question d'abord, bien évidemment. Mais je répondrai à votre frustration. Déjà, est-ce que du coup pour le grec, ce sera comme au GIEC, à ce moment-là, il y aura plusieurs groupes, donc c'est-à-dire soit d'adaptation, d'atténuation et politique. Et du coup, est-ce que nous, en tant que jeunes, finalement, on aura notre place dans un de ces groupes, finalement? Parce que justement, comme l'a évoqué le monsieur plus tôt, en effet, c'est nous, les adultes de demain, on aimerait bien quand même en faire partie, finalement, de cette instance. Oui, je voudrais juste répondre à mademoiselle, enfin madame, pardon, ça ne se dit plus mademoiselle. Ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, je pense qu'effectivement, les éco-délégués, les jeunes des lycées, etc., ont leur place. Parce que vous n'êtes pas les jeunes de demain, vous êtes les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes de demain, c'est ceux qui vont naître aujourd'hui, quoi. Mais j'aimerais vous dire juste que justement, la région est de plus en plus tournée vers la population. Vous savez, aujourd'hui, on est aux assises des risques naturels, demain aussi, et samedi matin, on aura la première séance de l'Assemblée citoyenne dans le cadre des États généraux des mobilités.
Et il y a 70 personnes dans la population qui ont été volontaires, qui ont été tirées au sort, etc. Et samedi matin, donc, on va commencer à travailler pour sortir la substance, les 5 recommandations que la population voudrait voir mettre en œuvre pour les mobilités de demain. Donc on est effectivement à l'écoute et je pense que dans la formation du GREC, et les agents de la région sont là, les grands directeurs beaucoup plus spécialistes que nous, eux, ils sont en CDI, nous on est en CDD. Donc voilà. Donc, et je pense que les directeurs, etc., savent effectivement, connaissent la volonté des élus de la région de pouvoir partager au maximum les éléments que l'on a. Et effectivement, nous devons travailler avec les scientifiques, mais aussi avec la population. Les anciens parce qu'ils ont la mémoire, et les jeunes parce qu'effectivement, ils vivront demain. Dernière question, il reste peut-être peut-être le temps d'en passer 2. Juste. Allez-y. Vas-y. Moi, c'était juste pour compléter également pour les sciences humaines. Je pense que de toute façon, il y aura aussi un travail des sciences humaines. Et je pense que vous serez aussi sollicité par ces personnes-là. Hein. Donc, il y aura toute la population. Il faut que ce soit représentatif. Oui, Philippe Grandmont, donc directeur de l'ADL. Non, pour dire que côté État, on ne peut bien sûr être que favorable et encourager cette initiative, la saluer, et souhaiter en être partie prenante complètement à travers les différentes dimensions que porte l'État, hein, puisque à la fois on porte des politiques publiques, et donc on voit bien qu'il y a un enjeu à ce que nos politiques publiques et la mise en œuvre de ces politiques publiques soient éclairées effectivement de façon la plus pertinente possible. Et puis il y a aussi les organismes de recherche, les différents services qui interviennent. Voilà, donc complètement favorable et souhaitant être partie prenante. Et ça me renvoie un petit peu à une question sur peut-être comment ça se pratique aujourd'hui en Normandie, c'est-à-dire comment on fait en sorte que le programme de travail, parce que j'imagine qu'on bâtit un programme de travail pluriannuel, que le programme de travail à la fois tiennent bien compte des aspirations des collectivités ou de la puissance publique qui portent des actions, des politiques concrètes sur le terrain, et aussi laisse la marge de liberté aux scientifiques pour aller explorer parfois des voies qui sont nouvelles. Il y a besoin parfois de défricher des terrains qui ne sont pas évidents, dont il n'est pas évident qu'ils sont tout de suite en lien avec la mise en œuvre d'une politique publique, mais qui pourtant sont nécessaires pour éclairer le futur, quoi. Donc comment se fait cet équilibre et comment se fait la construction du programme de travail et comment il est financé peut-être aussi accessoirement. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, vous pouvez répondre, évidemment. Bien sûr. Oui, alors pour le financement, j'en ai parlé tout à l'heure, on a travaillé bénévolement, comme beaucoup de chercheurs d'ailleurs, depuis des décennies. Effectivement, ça coûte pas cher l'universitaire et pourtant ça produit des choses intéressantes. Et c'est dommage qu'on ne nous écoute pas assez. Et donc je vais venir tout de suite sur les frustrations. Donc c'est comme ça que ça s'est construit et surtout chacun a sa place. C'est-à-dire que nous, on n'a pas à dire aux élus ce qu'ils ont à faire, ils ont à prendre leurs responsabilités. Nous, on amène des choses totalement factuelles et scientifiques. Ensuite, à eux de les appliquer dans les politiques publiques. Et vous savez aussi bien que moi que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des contraintes diverses et variées, je dirais des choses qui ne sont pas adaptées à tous les territoires, qui sont bonnes pour certains territoires et pas pour d'autres. Et puis ensuite, on le sait bien, hein, sur le terrain, il y a des forces de pression qui font qu'il y a des choses qui peuvent s'appliquer et d'autres qui ne s'appliquent pas. Mais chacun chez soi, nous, on ne se permettrait pas de dire aux élus ce qu'ils ont à faire, mais on les apporte tous les éléments pour qu'ils puissent prendre les décisions les meilleures. Et là, ça va répondre en partie à la frustration de M. Annette. Il faut bien se dire aussi que la recherche est en marche, c'est-à-dire les éléments sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est pas pétri de certitude, au contraire. Et on sait même aujourd'hui que ce qu'on vous dit aujourd'hui ne sera probablement pas bon demain parce que tout s'emballe. Alors là, il y a une vraie difficulté entre le politique qui doit mettre en place un certain nombre de dispositifs sur le territoire et puis la recherche, et notamment autour des incertitudes. J'en reparlerai également ce soir.
les incertitudes, les élus, ils n'en veulent pas du tout. Ils nous disent régulièrement, quand vous serez sûr, vous reviendrez nous voir. Et on comprend bien que pour les élus, c'est également extrêmement compliqué d'imposer des choses sur des territoires alors qu'il y a une marge d'incertitude. Donc je voudrais insister là-dessus, sur tous les documents réglementaires, il y a cette difficulté, cette inadéquation temporelle entre le mandat politique ou les mandats politiques et puis les échéances environnementales et l'évolution des phénomènes qui est en cours et qui va très vite et qui parfois nous surprend. La nature nous reprend généralement à contre-pied quasi systématiquement. Et là, ce que je peux vous dire aujourd'hui, on n'a pas de certitude, mais je peux vous dire que tout est en train de s'emballer et que ça va être très très compliqué. Il va falloir agir vite, très vite et fort et tous ensemble. La solution sera collective. Dernière question. Oui, bonjour ou rebonjour à toutes. Peut-être juste avant de poser ma question, donc moi c'est Léo Kishnasamy Alamelo et je représente le pacte de transition citoyenne régionale Océan Indien. Juste avant de poser la question, pour rassurer les nouvelles générations, merci de poser cette question parce qu'on est aussi là-dedans, c'est-à-dire quelle est la place du citoyen dans toutes ces instances, dans toutes ces ambitions politiques. Et je vais juste témoigner effectivement, comme ça a été dit par M. Waro. Samedi, la région installe sa première assemblée citoyenne des mobilités et nos 70 citoyens du pacte de transition citoyenne seront représentés. Donc là également, sur des futurs possibles, les jeunes ont toute leur place. Oui, alors moi ma question c'était un peu dans les prémices d'ailleurs du prochain congrès, du deuxième congrès au mois de novembre, le mois prochain, sur Ambition Planète 2030, qui est une forme de COP à l'échelle régionale. Et là, on en est au deuxième. L'idée, c'est de poser la question, puisque nous avons de plus en plus de scientifiques qui prennent des risques, qui sortent un petit peu de leur zone de confort de scientifiques et qui s'engagent. Et pas simplement s'engager pour s'engager. On en a là dans cette assemblée, j'en ai une qui est à ma table, qui a une double casquette scientifique et de citoyennes très engagées. Moi, je peux y témoigner. Il y en a d'autres. Il y en a 3 ou 4, en tout cas que je connais, que ce soit au département, la région ou dans certaines communes ou dans certaines intercos. Ma question, c'est justement, est-ce que cette double vision, cette vision binoculaire à la fois de scientifiques, mais aussi de politiques, d'élus, est-ce que ça va quelque part rajouter des inerties? Je m'explique dans le sens où ça va être un peu schizophrénique ou une sidération politique, ou est-ce qu'au contraire, ça va accélérer le processus, puisqu'on l'a dit tout à l'heure aussi, effectivement, ensemble on peut aller plus loin, mais peut-être qu'on peut aussi aller plus loin et plus vite avec ces nouveaux élus qu'on voit apparaître et qui sont des scientifiques engagés. Donc si oui, pourquoi, et sinon pourquoi? Merci. Réponse courte. On va y aller à plusieurs voies. Je crois que c'est salutaire, c'est-à-dire qu'au moins on a affaire à des élus qui connaissent déjà les choses, on n'a pas à convaincre, donc je reste persuadé que ça peut aller que plus vite, puisqu'on n'a pas à convaincre. Et puis, je dirais quelque part, les sujets sur lesquels on travaille, ce sont des sujets qui sont citoyens, sociétaux, voire citoyens, et cet engagement des scientifiques l'est également. Et donc je pense que marier les deux va dans le très bon sens. Très bien. Monsieur Waro, vous voulez répondre? Non, mais pour témoigner déjà du fait que tous les scientifiques sont citoyens, juste pour ah si absolument tous et que l'engagement est effectivement une force supplémentaire pour le mouvement social et qui est sûrement extrêmement important quand on met en œuvre ce genre d'initiative que l'on est en train de co-construire ici et qui nécessite une part significative d'invention. Les limites, elles sont dans la portée du discours scientifique qui ne peut pas, lui, être suspect d'engagement et qui doit être absolument, en tout cas, au maximum, parce que parfois la limite est ténue, mais qui doit être absolument en ligne avec les pratiques éthiques de l'éthique de la science. Et ça, c'est très important à une période où certains se sont quand même largement répandus et où on ne sait plus trop qui est en train de parler et si on est dans la conviction ou dans la connaissance. Et ça, c'est quand même important. Et pour revenir, parce que ça reboucle, c'est vrai que la question des incertitudes est une question clé. C'est vrai aussi que
comme d'ailleurs pour le travail qui a été fait avec les sciences humaines et sociales, le GIEC nous a montré une voie extrêmement riche aussi, en nous apprenant à mieux prendre en compte les incertitudes, à mieux les transmettre, y compris aux élus, y compris aux décideurs, avec ces rapports-là. Je pense qu'on n'a pas tout à réinventer, et finalement, quand on parle de l'engagement, il faudra qu'on fasse attention à ce qu'on n'aille pas trop jouer dans les marges, et qu'à un moment, on sait si c'est le scientifique qui parle et qui témoigne de son savoir qu'il a construit avec la méthode scientifique, ou si c'est le citoyen engagé. Et on en a extrêmement besoin, des citoyens engagés. Je ne fais aucun jugement de valeur de l'un par rapport à l'autre. On arrive à la fin de ce débat, donc j'espère que M. Haro, vous avez pu apprécier cette longue partie de silence de ma part. Et juste rappeler une question que M. Velayudom ne m'a pas posée sur mon positionnement sur la langue, mais m'y répondre quand même. Moi, non seulement en plus d'être un trublion, Jean-Marc Collienne d'occasion, acheté sur le Bon Coin et tout ça, je suis aussi directeur de compagnie et de festival conventionné, donc région, département, État, et nanani et nanana. Donc en plein cœur de ces questionnements avec l'État sur notre fonctionnement à nous, artistes, dans un milieu très consommateur d'énergie fossile. Et donc, mais pour répondre à ces questions-là, Jérôme, il est vrai qu'effectivement, on m'a choisi le paramètre de la langue parce qu'on ne peut pas séparer le questionnement sur les risques naturels ou de l'identité, de la façon dont nous voit le monde. Et juste, m'a fini par une phrase de Daniel Honoré qui peut-être va redonner un peu de l'espoir là-dedans. Daniel Honoré, il dit comme ça, n'a point de plus grande nuit qui finit pas par un gaillard matin. Et là-dessus, bien vite, bonne lycéenne, venir prendre une photo et m'y remercie toutes.